spectateur de film très grande. Vrai docteur, très bien. Ça, le vrai docteur. C'est lui, le vrai docteur. Calme, merveilleux calme. Alors l'idée c'est vraiment un échange avec vous, votre ressenti, les différentes questions que le film traite, puisque ça demande beaucoup ça interroge beaucoup sur soi, sur notre vie à tous. C'est un sujet bouleversant, très rarement traité, j'ai envie de dire, au cinéma, et j'ai même envie de dire comme dans la vie. Comment vous est venue l'idée de ce film? Pourquoi ce film aujourd'hui? Comment vous l'avez, comment vous étiez venu? Il fonctionne. Bien, bonsoir, merci pour votre accueil. Et voilà, comment l'idée est venue grâce au livre de Claude Grange, qui a coécrit avec Régis Debray. Régis est un ami, m'envoie toujours ce livre, je l'ai lu, et immédiatement ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce qu'il est écrit avec une précision extraordinaire, et que chacun de ces cas, c'est des cas exceptionnels à mon avis, mais en même temps, ils nous appartiennent tous, parce que nous passerons un jour par là. Voilà. Donc ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé encore plus parce que j'arrive à un âge qui est très avancé et cette fin-là s'approche. Et je me suis dit, pour peut-être réfléchir là-dessus, peut-être faire même un film pour voir, pour essayer d'accepter. La difficulté, c'est d'accepter cet événement-là. C'est vrai que nous détestons ça, nous avons très peur, nous sommes terrorisés. Et voilà. Donc, je commençais à travailler. Claude et Régis ont dit voilà, travail, de toute façon on ne peut pas de droit pour le moment, on va voir si tu t'en sors. Et j'ai fini par faire un scénario, celui que vous avez lu. Ça n'était pas très facile, il fallait venir, parce que, un petit détail scénaristique, il fallait que le spectateur, vous et moi qui suis spectateur aussi, s'intéresse à ces docteurs et ces philosophes qui parcourent les salles des patients. Mais s'ils le faisaient comme cela, ben, ça serait des touristes. Tandis qu'il fallait trouver quelque chose qui concerne l'un des deux, surtout l'écrivain. Il a un petit problème et il a d'autres façons. Et nous, spectateurs, nous le savons. Tandis que le docteur ne le sait pas. Et dans le parcours, le philosophe, il a deux préoccupations. Voir comment ça se passe pour écrire éventuellement un livre, et aussi son cas personnel. Il se pense qu'un jour je vais être là. Donc il a deux regards et nous, spectateurs, nous intéressons à lui de plus en plus pour voir comment il va finir. Voilà, si vous voulez, la première difficulté qu'il y a eu. Bon, cela a été trouvé, il fallait trouver la fin. Vous avez vu la fin, ça c'était encore plus compliqué à trouver. Puis quand ça a été trouvé, j'ai commencé à le proposer aux acteurs. Il faut dire qu'ils ont tous accepté. J'avais pensé à quatre. Il a été surpris. Parce que quand je lui ai dit exactement ce que je voulais de lui, tu veux parler? Non, je t'écoute, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé. Je sais pas, moi. Pour moi, ça s'est passé d'une certaine manière. Il faut que tu me racontes la tienne. Ah oui, je te dis après. Eh bien, il m'a regardé gentiment, il a lu le scénario, il m'a levé comme ça. Je lui ai dit, je voudrais que vous fassiez le film, mais vous ne faites pas ce que vous faites d'habitude dans vos films. En fait, on va créer un autre personnage, tout à fait différent. Et je lui ai parlé longuement, il m'écoutait attentivement comme ça, mais je voyais ses doutes. Mais finalement, je pense qu'il a accepté. Il a accepté, je pense par curiosité, aussi peut-être pour d'autres raisons. Alors tu as d'autres raisons. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Non, mais déjà, j'ai reçu un coup de fil d'abord l'après-midi, mon agent qui me dit ce soir, Costa Gavras, je viens te voir au théâtre. Parce que j'étais au théâtre à Marigny, dans Rue Blas, Victor Hugo, dans le rôle de Don César de Bazan.
Et donc, quand j'ai appris que Costa et Michel, indissociable, Vous l'avez raconté, c'est la productrice, c'est ma indissociable. femme depuis une soixantaine d'années. Voilà. Et c'est ça. Michel et Costa, c'est une seule personne. C'est formidable. Je suis content de les voir à chaque fois ensemble. Et donc les deux sont venus voir au théâtre, donc forcément, j'ai joué pour eux ce soir-là. Les autres n'existaient plus. Donc je ne sais pas si j'ai bien joué, je devais penser à autre chose, surtout quand vous apprenez même à mon âge, à 60 ans quand même, déjà, quand Costa Gavras vient vous voir au C'est un théâtre. bébé pour moi. Oui, je sais. C'est vrai. Bon, forcément, il se passe quelque chose dans votre tête, dans votre corps entier. Et effectivement, on a dîné après, on a parlé du film. Et quand il m'a parlé du sujet et du rôle, effectivement, c'était très... j'étais pas inquiet, mais est-ce que je suis capable de faire ça, en fait? C'est toujours pareil. Est-ce qu'on est capable de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude? Parce que bon, vous savez, parfois, on est un peu, je dirais pas dans la facilité, mais dans le confort, quand même. Vous cherchez parfois pour ce que vous savez faire, pas pour ce que vous ne savez pas faire. Et là, c'est ce que tu voulais, c'est faire ce que je ne sais pas faire. Alors, Donc, ce que je voudrais dire aussi, oui. c'est que quand tu as retrouvé la salle de restaurant, tu as Oui. vu deux choses. Un, travailler avec Costa Gavras, c'est vrai. c'est le Nobel, et être en face de Denis Podalides, qui est le meilleur acteur que nous avons en France. C'est vrai. Mais maintenant, je Tu- pense tu que ça a dis dû... ça. Non, j'ai dit ça, c'était voilà. C'est vrai que Denis Podalides, mais je le pense vraiment, je pense que c'est le meilleur acteur qu'on a en France. Il est capable de tout faire, c'est un grand acteur de la République française, metteur en scène, donc c'est vrai. Enfin bon, voilà, maintenant, voilà. Maintenant ça va. Bon, j'espère qu'il dit du bien aussi de vous. Non, après, voilà, pour aborder un tel personnage, moi je me suis complètement confié, enfin pas confié, je me suis laissé guidé par Costa, et encore une fois, je suis très heureux. Moi, j'ai vécu un tournage magnifique, très intense, très dur, très, voilà, c'était pas évident, mais c'était très heureux. Oui. Il a une capacité formidable. C'est qu'après une scène du scénario, il joue très bien, et puis à un moment donné, il commence à improviser. Et ça devient formidable, parce que ça devient la même chose toujours, où le scénario, ça suit le scénario, mais le personnage devient époustouflant comme ça. On fait rire, on fait pleurer, etc. Voilà, c'est ça que je ne voulais pas voir. Mais c'est quand même c'est quand même un rôle extrêmement difficile parce que vous jouez, vous êtes d'un naturel joyeux, mais vous jouez ce personnage avec une gravité légère, c'est ce qui est le plus difficile à incarner. Comment vous avez abordé ce... Je ne sais pas encore, je ne sais toujours pas. Non, mais j'écoute, je suis tellement... Moi, j'adore j'entre dans le regard de quelqu'un, j'adore sentir que celui qui vous choisit est content, voilà. Moi, au début, avec Costa, c'était pas facile au début, c'est vrai, on peut dire. Au début, j'ai un peu du mal, mais oui, vraiment. Et puis, petit à petit, et là où Costa est fort et patient, et où c'est un grand metteur en scène, c'est qu'il prend le temps de vous emmener doucement là où il veut aller, sans que ce soit difficile et douloureux, et voilà. Et j'ai pris la mesure après du personnage petit à petit, et après c'était parti. Mais il y a eu un petit temps d'adaptation, c'est vrai. Au début, oui, parce qu'il avait tendance à en faire un peu comme on dit. C'est bien d'ajouter des choses. Ne fais rien. C'est mon problème. Ça, un acteur, c'est toujours difficile, parce qu'il a envie de faire son personnage, quoi. Mais il a très bien compris. Il partait comme ça, je l'arrêtais. Vous savez ce qu'il m'a dit, Costa? Non, parce que, bon, Costa a dirigé, bon, même s'il n'aime pas le mot diriger, mais il a guidé les plus grands acteurs. Il m'a dit une chose incroyable, il m'a parlé de Jack Lemmon. Il m'a dit la façon dont je dosais Jack Lemmon, c'était juste en ouvrant comme ça les doigts. Jack Lemmon était un peu anxieux, angoissé, un peu comme moi d'ailleurs, je peux le dire. Jamais toujours en train de douter, jamais content, voilà, c'est comme ça. C'est nature, hein, c'est terrible. À vivre, c'est l'enfer, c'est pas grave. Je le soignais. Et il disait toujours à Jack Lemmon, voilà, ça veut dire en faisant plus, ça et moi, je lui ai demandé de me faire la même chose. Donc j'étais un peu Jack Lemmon sur le tournage. C'est vrai.
Oui, parce que Jacques Lebon le faisait beaucoup aussi. Il avait tendance, il avait une sorte de légèreté que le rôle n'acceptait pas. Alors au bout de moment, il avait compris, il m'a regardé pour savoir si ça allait. Je disais Jacques, comme ça. Il faisait la prise d'après. Non, mais au moins c'est simple à comprendre en fait. Non, mais c'est la direction d'acteur, ça. Oui, non, mais à partir du moment où on est choisi par Costa, ben, on est choisi, ça y est, c'est fini après. Il ne va pas vous enlever. Enfin, ça doit arriver quand même. Ça doit arriver. Moi, je voudrais dire quelque chose sur Cannes parce que Voilà. tous les acteurs, les soignants, les médecins, ce sont des vrais médecins. Les infirmières, ce sont des infirmières. Sauf Cannes. Cannes est un acteur. Et je trouve qu'il est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé parce qu'il est bienveillant, il est à l'écoute, il prend le temps. Vraiment, donc je pense que tout le monde aurait envie d'être accompagné par le docteur Augustin Masset, alias CAD. Mais Claude, il a quand même discuté longuement avec vous aussi. Oui, je crois qu'on a fait ce repas-là. Il a vu le documentaire de Victor où c'était la réalité. Mais je trouve qu'il est remarquable de bienveillance. C'est ma soirée là. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Voilà, donc il était là, présent, à l'écoute. Vous savez, le film, ce sont les acteurs. Moi, j'ai toujours considéré que les acteurs, ce sont les vrais collaborateurs du metteur en scène. Il y a les autres aussi, il y a le scénariste qui est important, mais les acteurs, c'est eux qui portent l'histoire à vous et à moi, parce que je suis spectateur moi-même. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment des collaborateurs exceptionnels. Alors quand on prend de bons acteurs, des très bons acteurs même, c'est vraiment un grand plaisir. Et dans ce film, j'ai réussi à voir Denis, Madame Charlotte Rampling, qui joue un tout petit rôle. Quand je lui ai proposé au début, elle a lu le scénario, elle a dit je vais avec vous immédiatement. Et les autres aussi, et ça a été vraiment une joie formidable de voir des jouets, parce qu'on parle beaucoup des directions. Moi, je n'aime pas beaucoup le mot direction. On n'est pas directeur de Chevron, hein, comme ça. Non, ce sont des collaborateurs. Donc il y a une sorte d'affection qui s'est créée peu à peu pour eux et avec eux. Avant de passer la parole au public, j'ai une petite question. Je me suis interrogé lorsque j'ai vu le film. Est-ce que tous les personnages de ce film ont existé? Je pose également la question à vous, Oui, Grange. tous les personnages, donc c'est des histoires du livre que Costa a scénarisé à sa façon, mais voilà, ils ont tous existé. Et l'histoire aussi des motards, on pose souvent la question, a existé. C'est sur la chaîne YouTube Un motard un jour, un motard toujours. Ça a existé. Les rajouts dans le film, c'est la vie personnelle de philosophe, les histoires d'enfants, toute cette partie-là. Je vais rajouter la fin aussi, d'une certaine manière. La gitane a existé, Oui. mais elle mourait très vite. Donc elle a une unité survative. C'est ça. De cette façon-là. Mais il faut complètement changer parce que j'ai voulu ajouter un moment, comme la tragédie grecque ancienne, le cœur qui suit quelqu'un vers sa fin. Et ce qui m'a aidé énormément, c'est le poème de Prévert, qui est un petit chef-d'œuvre parce qu'il parle de la vie et de la mort d'une manière formidable. Et puis après, naturellement, la scène finale, qui était aussi un autre problème, parce que quand on commence à travailler sur le film, on s'est dit, quelle fin? Comment on va finir? Donc on commence à chercher une bonne idée. L'idée pour moi, c'était de finir avec, naturellement, l'écrivain, le philosophe, qui a un problème, et le problème commence à naître, à devenir un gros problème, pour que le spectateur qui attend s'aperçoit que voilà, c'est pour ça qu'il a attendu. Et puis en face, je voulais qu'il rencontre quelqu'un qui l'encourage, qui lui dit voilà, tu peux ne pas mourir avec ça, il suffit de battre à fond et tu le verras. Et en même temps, il fallait que la personne qui lui dit ça soit aussi un exemple. C'est pour ça qu'il dit, regarde-moi, moi j'ai vu autant d'années, voilà. Il y a des choses là où on fait que je me suis dit, voilà, nous avons la fin, et j'ai fini le scénario, j'ai donné aux acteurs, comme je vous disais tout à l'heure,
qui sont acceptés immédiatement à tous. Ouais, c'est un très beau message anti-renoncement, parce que c'est un film sur la mort, mais qui est plein de vie, sur lutter pour vivre et continuer à vivre. C'est un message très très fort, en tout cas, de votre fin de film. On va prendre les premières questions. Alors, c'est toujours compliqué les premières, je sais. Vous avez 2 micros qui passent à droite et à gauche. Il suffit juste de lever la main et les micros vont venir à vous. N'hésitez pas. Alors, je sais que c'est toujours tout en haut. Bien à vous directement. Oui, bonsoir, merci pour ce film que j'ai bien apprécié, je m'empresse de le dire, et notamment la bienveillance du personnage de Calmerade. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi vous faites dire à Charlotte Rampling au démarrage ces connards de croyants. Je trouve que ça n'apporte rien, au contraire, c'est un propos polémique qui risque de. propos ordurier qui risque de vexer beaucoup de gens, et ça me surprend de votre part. Voilà, je voulais une explication là-dessus. Merci. Elle ne dit pas ces croyants, ces connards des croyants. Elle dit ils me font ceci, ils me font tout pour continuer tout à mourir en même temps. Et elle dit ces connards, ils sont croyants. À mon avis, c'est différent. Ça s'adresse à un petit groupe. Ça ne s'adresse pas à tous les croyants. Parce que j'ai un grand respect pour les croyants et je n'aurais jamais vu une réplique comme celle-là. Et toc. Oui. Oui. Je vais vous féliciter tous pour un très grand film et trouver que bien sûr ça survient à un très bon moment parce que le film d'Almodovar m'a beaucoup déçu, non pas dans ses qualités esthétiques, mais je l'ai trouvé très creux. Alors que là, c'est un film qui est extrêmement riche, qui montre vraiment une certaine réalité un peu idéalisée quand même, hein, je crois qu'il faut le dire, mais c'est un film qui ne va pas donner une idée préconçue. Je ne sais pas ce que vous pensez du suicide assisté, Monsieur Costa-Gavras, et c'est très très bien. Vous avez ouvert la discussion. Merci madame. C'est un grand compliment de dire cela pour un film que l'on ouvre la discussion, parce que finalement, nous faisons des films, et vous venez voir des films, c'est quoi un film? C'est un spectacle. Vous voyez, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. C'est pas un cours médical ou un cours universitaire. C'est un spectacle, et on essaye de vous donner avec une certaine liberté, et après vous faites ce que vous voulez. Si vous discuter après à propos du film, c'est vraiment le plus grand compliment qu'on peut faire au film et aux metteurs en scène et à ceux qui ont participé. Oui, vraiment bravo, parce que je trouve que c'est très intéressant l'histoire du philosophe quand même, parce que c'est une réflexion sur la mort, mais d'un point de vue philosophique. Et je voudrais savoir dans quelle mesure quand même l'actualité sur ce sujet qui est le XXIe siècle, est un siècle, n'est-ce pas, sur les personnes âgées, la fin de vie, etc. Dans quelle mesure l'actualité vous a un peu quand même influencé pour ce film? Toute l'actualité. Est-ce que l'actualité peut être influencée? Non, pas du tout, et j'espérais même, pour dire la vérité, que malheureusement le film devait sortir à cette époque, mais quand on a fini, je pensais que la loi, toute cette actualité serait avant les élections. Les élections sont sorties et nous ont retardé malheureusement, on était obligé de sortir maintenant. Je ne pense pas qu'un film doit avoir joué avec l'actualité. Je crois qu'un film doit vivre seul, puisqu'il est. Et vous le voyez comme ça. Il ne faut pas déduire à l'actualité, parce que l'actualité a d'autres propos et une autre raison d'être. Donc je ne voulais pas. Enfin, malheureusement, c'est tombé. Il a fallu que l'actualité change et que le film sort à ce moment-là. Moi je dirais malheureusement ou heureusement. Mais de toute façon, il faut savoir qu'un film, ça se fait pas en 5 minutes. On a commencé il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, on ne savait pas. Oui, mais c'est une vraie question de société. Vous avez plus de micro, madame, Oui. vous savez ça.
c'est une vraie question de société. Et puis voilà, Voilà, c'est un vrai problème. Voilà. Une vraie Et d'une question. certaine façon, tous les films de Costa ont toujours devancé le problème sociétal. Hein, si vous prenez tous ces films, ils représentent un aspect de la société. Et quand il a sorti Z, c'était avant, La Gueule, c'était avant, État de siège, Missing, tous ces films ont, de certaine façon, été prémonitoires. C'est ça. Le film sur américain avec Music Box. La main droite du mais diable. Bienvenue chez les ch'tis. qui s'appelle en anglais Grey, qui s'appelle La main droite du diable en français, où il y a une chasse aux noirs et un attentat qu'a fait l'extrême droite à Oklahoma. Et au moment où le film est sorti, tout le monde, les Américains, disaient mais c'est quoi cette histoire, ça c'est noir, ça n'existe plus. C'est quoi les attentats de l'extrême droite? Et un an après, il y a eu l'attentat d'Oklahoma qui a fait 180 morts. Donc, sans vouloir, peut-être parce qu'il sent les choses, voilà. Alors, là, c'est pas sans vouloir, puisque c'est son âge aussi qui lui a fait décider de faire ce film. Moi, j'avais une question. Allô, allô? J'aimerais dire que déjà, je suis accompagnée des motards qui sont dans le film. Bravo pour ce film, c'est super. Et moi-même, je suis patiente partenaire et j'ai eu un cancer du sein et ça m'a beaucoup touchée ce que vous avez fait. Et à ma hauteur, j'ai fait un petit film avec les motards du club aussi. Alors que j'étais chauve, j'ai fait un casting de 8 motards chauves. Et donc il y avait moi au milieu de tout ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse de savoir, donc c'est, j'ai envie de savoir le médecin, la vie du médecin. Donc, est-ce que c'est réellement comme ça que vous accompagnez les patients en fin de vie? Parce que moi, j'ai travaillé à l'Institut Curie, à d'autres endroits, pour la PHP, et en fait, c'est pas ce que je vois. Et voilà, est-ce que c'est vraiment comme ça pour vous, chez vous? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais c'est un peu idéalisé, c'est voilà. Non, moi j'ai vécu ces histoires-là. Vous avez aussi le documentaire de mon fils qui montre les choses. Il y a plein de petites vidéos sur ma chaîne YouTube où on voit ces séquences. La séquence du motard, elle existe. Donc oui, ça s'est passé comme ça. Il y a plein de choses extraordinaires qui se sont passées. Les histoires du chien, du chat, il y a même un cheval qui est venu à l'unité de soins palliatifs. Donc tout ça, ça existe. Dans ces unités-là, on est innovant, on favorise les projets de vie des personnes. Et c'est vrai que moi j'ai retrouvé, moi je remercie donc Costa parce que je me retrouve par rapport au livre, je me retrouve par rapport à la philosophie du soin palliatif. Donc en permanence, le docteur Augustin Massey, il a la préoccupation de ses patients, de les soulager avec toute une équipe soignante, ne pas souffrir, ne pas être abandonné et de ne faire des choses qui ont du sens que pour le patient. Ça a été dit dans le film et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire en soins palliatifs. Quand on va à l'hôpital et on est examiné par le docteur reste toujours debout et vous dit exactement ce que vous devez faire. Dans les soins palliatifs, les docteurs, ils s'assiedent. Il est à la hauteur du patient. Il lui prend à elle ou à lui la main et ils discutent d'une manière très, très affective, d'une manière très simple même, comme si c'était quelque chose qu'ils faisaient tous les jours. Et tout cela, et les infirmières pareil. Et ça crée une situation, je pense, pour le patient, une situation de paix, même si elle est momentanée. Parce qu'il vit des moments terribles sur le plan physique, avec des douleurs probablement, et aussi sur le plan mental, parce que les douleurs sont pires, celles qui viennent de la réflexion. Donc, c'est des docteurs tout à fait différents, et c'est ça que j'ai observé.
chez le docteur Grange, et Kat l'a compris tout de suite. Et il a été dans cette direction-là avec une grande facilité. C'est un lieu, à mon avis, extraordinaire, parce que le patient ne reste jamais seul. Chaque fois qu'il a besoin, il a un petit bouton, et il sonne, et immédiatement, vient quelqu'un pour être à côté de lui, pour demander ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, tout ça. Donc ça, c'est les soins palliatifs m'ont beaucoup touché. Ils m'ont beaucoup touché de voir comment ça se passe. C'est vraiment un endroit très humain, et malheureusement, il n'y en a pas assez. Voilà, c'est ça aussi. Il y en a très peu, comparativement au nombre qu'il fallait avoir. En France, il suffit de me dire qu'il y en a à peu près 3 000 lits, il faut en avoir combien? 200 000. Ou enfin, un chiffre considérable. Enfin bon, les chiffres que j'ai changent souvent, mais celles que j'ai eues dès que j'ai fait la première recherche. C'est pour ça que je considère qu'il faut quand même que l'on tienne beaucoup plus. Oui, c'est sûr. Il faut développer les soins palliatifs, ça c'est une évidence. On parle beaucoup des docteurs, parce qu'il y a 2 docteurs ici présents, docteur Augustin Massé et moi-même, mais il ne faut pas oublier le reste de l'équipe, parce qu'on ne peut pas faire des soins palliatifs seuls, c'est vraiment un travail d'équipe. Il ne faut pas oublier toutes les infirmières, les aides-soignantes, les psychologues. Voilà. Encore une fois, c'est un travail collectif, c'est un travail de toute une équipe. Et je pense que ça se sent aussi dans le film, on voit ces réunions d'équipe et ce partage avec toute l'équipe. C'est pour ça aussi que quand j'ai vu quand j'ai commencé à faire le casting, enfin, je cherchais les acteurs et surtout je cherchais les actrices et les figurants pour faire oui, les infirmières, oui. Et je me suis aperçu très vite que les acteurs, les actrices ne pourraient jamais jouer ça. Parce qu'il y a des gestes, il y a des mouvements, il y a des façons de se comporter qu'il fallait passer des semaines des essais pour arriver à ça. Sauf mon cas, il a fait la prouesse. Moi, je suis moi-même médecin, ce que je n'ai jamais dit évidemment jusqu'à maintenant. Et je suis ornithologue. Oui, bonjour. Ah, c'est pas pour dire bonjour, pour parler. Attendez, le micro va arriver. Attendez. Si, je vais dire bonjour quand même. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce que vous partagez pour ce film. Moi, une question que j'ai envie de vous poser, c'est la place de la douceur. Ce film est un film très doux. Et vous parliez, madame, de la capacité de Costa Gavras d'avoir cette intuition. Est-ce que vous avez une intuition que la douceur pourrait advenir dans un sens plus large? Parce que c'est une invitation assez forte, je trouve, dans votre film aujourd'hui. C'est la douceur de traiter ce monde. Voilà. On n'entend pas très bien Les douceurs, attendez, un des problèmes. Ça fait baisser aussi le coude. Ah oui. L'audition. Non, madame. Non, madame, c'est madame. Je vais traduire pour ça. C'est gentil. En grec, je traduis en grec, ça vous dérange pas. Formidable. Calimera, cornfood sauce. C'est l'improvisation dont je vais parler. Non, madame se demandait si la douceur qu'il y a dans le film allait se répandre ailleurs, dans d'autres. Alors, c'est pas exactement ça, mais. Je sais que Costa Gavras est reconnu pour son intuition, justement, d'être en capacité de révéler des. Comme vous disiez à propos d'Oklahoma, et je faisais un clin d'œil beaucoup plus positif en parlant de la douceur de ce film, pour un sujet qui est, comme il est dit, et comme nous savons tous, qui peut être très très anxiogène, très compliqué à vivre. Et moi, je trouve qu'il y a une douceur qui est absolument incroyable. Et je me demandais si vous voyez cette douceur advenir dans le monde qui vient. Voilà, parce que je pense qu'elle nous aidera à vivre beaucoup de choses. Alors, Costa, c'est la réponse là. Est-ce que tu vois de la douceur arriver dans ce monde? Parce qu'il y a beaucoup de douceur. Non, on ne parle pas de la douceur. La douceur dépend de chacun d'entre vous, comment se comporte avec l'autre. Voilà, c'est la base. Mais je vois un monde terrible en ce moment, un monde très difficile,
c'est qu'il y a que les milliardaires qui vont diriger pendant quelques années. Voilà. Et avec leurs intérêts. Et je vois une chose très triste en France aussi, qu'il y a beaucoup de moyens de communication commencent à appartenir de plus en plus à des milliardaires. Et à ce point qu'ils viennent d'acheter une école de journalistes. Pourquoi les milliardaires propriétaires des grands journaux achètent une école de journalistes? Et bien pour préparer des journalistes. Voilà. Comme on prépare des docteurs, mais eux ils veulent des journalistes qui disent bien d'eux. Voilà. C'est ça, malheureusement, la situation dans laquelle nous vivons. Malheureusement, nous vivons pendant quelques temps. Et c'est là où vient la responsabilité. Alors, je ne vais pas faire un discours politique, hein, vous dites ce qu'il faut faire. C'est pas la responsabilité de chacun d'entre nous, comment on va se comporter dans la vie. Et ton film apporte de la douceur. Et je pense que chaque spectateur ressent le film sûrement différemment, mais en tout cas, je pense que tous, ou la majorité, ressentent cette douceur, comme vous dites, cet humanisme, je ne sais pas quel autre adjectif on pourrait utiliser. Et c'est vrai que Madame parlait tout à l'heure du film d'Almodovar, je ne voudrais pas en parler d'un film d'un collègue de mon mari, mais j'ai vu le film d'Almodovar qui est magnifique, mais c'est un film américain. C'est pas un film européen, et ça manque, c'est très très froid. Ça n'a pas de douceur. Alors que le film de Costin, le film commun de ces acteurs, de ce médecin, tout ça, apporte, comme on dit, de la douceur et finalement console d'une certaine façon. C'est ma femme, hein. Non, mais les spectateurs, globalement, c'est vrai que les mots, c'est un film de bouleversant d'humanité, c'est un film lumineux et en effet douceur. Voilà, je prends parce que c'est vrai que c'est un film avec beaucoup de douceur. Alors, on ne change pas le monde avec les films, mais les films peuvent faire penser et ensuite amènent la réflexion. Voilà, c'est ça le maximum que peut faire. Alors, il y a tellement de bras qu'on a pas assez de micro. Il y a une question. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. On voit pas où il est. Bonsoir. Ah, bonsoir. Une question qui rebondit un peu avec la précédente. J'aurais aimé savoir quel est le secret de la réalisation et l'écriture pour adoucir un sujet lourd, difficile, et en même temps abstrait comme celui-ci. Non, je n'ai pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut raconter, je sais que raconter une histoire, mais pour un film. Un film, je le répète, c'est un spectacle. Et on va au spectacle, alors avec certaines règles du spectacle. J'en ai dit quelques-unes. Tout à l'heure, quand je parlais, il faut des personnages qui partent du début à la fin du film, qui sont présents. Et que les situations qui arrivent, qui chaque fois sont un peu plus intéressantes, etc., etc. Il n'y a pas de secret, il y a une sorte d'apprentissage. Et on apprend des choses à l'école, mais à l'école, celle que je suis allé en France, à Paris, l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, on n'enseignait pas le scénario, on apprend peu à peu. J'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène français, et le scénario, on l'apprenait au fur et à mesure. Voilà, c'était ça. Il n'y a pas de secret, c'est complètement instinctif, je dirais. Et comme je disais tout à l'heure, le secret aussi, c'est de se dire comment j'ai fini un film. On pourrait le finir avec un intervalle, n'est-ce pas, très célèbre, etc. Mais ça serait une idée aussi complète. Ça n'intéresserait personne. Il fallait rester à l'homme tout le temps. Il faut rester près de l'homme que je suis et comment sans l'homme. Moi, je ne vais pas vous le sentir tous. Donc, je fais les films comme je les sens personnellement. Et vous les acceptez ou vous ne les acceptez pas. Mais je n'ai pas de modèle d'homme pour faire des femmes, faire des docteurs. Je n'ai pas de modèle de docteur. Donc, c'est le docteur que j'idéalise et aussi le docteur que j'ai vu. Les deux éléments ont fait que j'ai fait le docteur que vous avez vu dans le film. Un vrai et puis quelqu'un qui joue, parce que c'est moi, on joue au cinéma. Qui joue? Bonjour. Je voulais savoir exactement pourquoi on ne pouvait pas continuer à se faire soigner en service d'oncologie et qu'on devait obligatoirement passer dans un service de soins palliatifs.
Parce que par exemple, on prend l'exemple de la jeune fille qui n'a pas du tout envie de mourir, ce n'est pas son heure, ce n'est pas forcément son heure même si on est plus âgé. Donc j'ai l'impression qu'en fait le fait de cloisonner les services comme ça rajoute une double peine à la personne qui est malade et qui éventuellement est en fin de vie. Donc je trouve ça encore plus dur. Quand on emploie le mot palliatif, on sait que c'est la fin, alors qu'en fait on n'a pas forcément envie de le savoir et on peut avoir encore envie de se battre et pas avoir envie de l'admettre. Alors vous avez un petit peu raison peut-être, mais pas tout à fait quand même. Ça marche? Oui. Moi j'ai créé l'unité de soins palliatifs à Moudon en juin 99. En juin 99, et personne n'avait envie d'aller en unité de soins palliatifs. Parce qu'il y avait la représentation, le soin palliatif c'est le mouroir. Et donc on disait aux personnes, écoutez, d'abord les familles venaient voir, on leur faisait visiter, non, mais c'est pas ça la question. et les personnes elles disaient pourquoi j'y suis pas rentré plus tôt. Donc, vous dites il faut rester en service de cancérologie. Les cancérologues, je veux dire qu'ils ne sont pas faits pour accompagner, ils n'ont pas le temps. Et je pense qu'au départ, on voulait faire des soins palliatifs partout. Mais on a bien vu qu'à un moment donné, ce n'était pas possible parce que c'est un véritable changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on met le malade au centre et nous, on essaye de faire au mieux, mais une médecine totalement différente. Nous, le malade, on ne peut plus le guérir. À quoi ça sert qu'il reste dans un service de cancérologie? S'il n'y a plus de cancérologie, s'il n'y a plus de chimiothérapie, d'immunothérapie ou de traitement possible. Pardon? Non, je ne parlais pas de type de traitement, je disais juste que... Donnez le micro parce que là, ça devient sérieux, ça gueule. Ça s'engueule, c'est bon. Non, c'était juste cette idée de cloisonnement, pourquoi on bascule... Eh bien alors, on pourrait, à partir du moment où les cancérologues savent, à un moment donné, dire on passe en soins palliatifs et on continue. Alors, ok, par exemple, en pédiatrie, la pédiatrie, il n'y a pas de service d'unité de soins palliatifs pédiatriques. Ce sont les pédiatres qui, à un moment donné, continuent à s'occuper, au départ dans la phase curative et après dans la phase palliative. Mais dans ce cas-là, il va falloir convaincre tous les services de cancérologie de faire de la médecine palliative. Donc, je vous souhaite du bon courage. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose à réfléchir, oui. D'après moi. Demandez à nos cancérologues. Il y a des équipes mobiles de soins palliatifs. Ça dit, enfin. C'est long. Alors, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs où les personnes restent dans leur service et c'est l'équipe qui vient dans le service. Ça existe. Alors, il y a 75 questions à deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir fait un film sur la mort où on parle. Il y a un certain recul et une objectivité, et en fait, je pense que si on parlait tous de la mort plus facilement, on pourrait mourir plus tranquillement. J'ai accompagné mon père, donc j'étais avec lui, il m'a dit qu'il pouvait partir, donc c'est quelque chose qui me touche. Mais j'avais une question pour Caméra. Est-ce que un rôle comme ça a modifié votre vision de la mort, ou votre approche de la mort? Bien. C'est moi qui aide. C'est moi qui réponds. Tu veux répondre à la fin? Oui, alors, est-ce que ça a changé ma vision de la mort? Vache. Comment je réponds de ça? Alors, non, mais je me suis fait une réflexion après le film. Je dis, ça donne envie de mourir. Voilà, en fait, oui. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu moi à l'intérieur, alors encore une fois, je ne serai jamais médecin. Je le dis tout de suite, c'est un rôle. Je ne serai jamais président de la République. Quand j'étais parent noir, je n'étais pas non plus un homme politique. Je sais très bien faire la différence. Mais par contre, j'ai vécu le tournage au milieu de vrais professionnels, comme disait Claude, avec des vrais. Certains, j'en reconnais, sont dans la salle. Il me semble avoir reconnu quelques acteurs infirmiers ou médecins.
Mais c'est vrai, oui, monsieur tout à l'heure, comment ça va? C'était vraiment des vrais compagnons, parce qu'ils m'ont parlé, me disaient que ce que je faisais c'était juste, que j'étais franchement, ils m'ont beaucoup aidé avec Denis pour être à l'aise, parce qu'on tournait vraiment dans un hôpital, on était au milieu de vrais malades, alors pas en soins palliatifs, on est bien d'accord, on était quand même dans un vrai milieu hospitalier. Moi je ne suis pas très à l'aise avec ce monde-là, je dis la vérité, mais j'étais très confort, j'étais très bien. Et c'est vrai que ce film m'a réconcilié avec la mort. Quand je dis m'a donné envie de mourir, ça veut dire de mourir bien, quoi. Que la mort pouvait être une chose acceptable. Grâce à ce film, c'est vrai que ça m'a changé comme ça. Mais je ne sais toujours pas soigner. Hein. Par contre, ne me demandez pas de vous prescrire du Doliprane, je ne sais pas le faire. Mais par contre, j'ai effectivement changé un peu. Je me sens mieux. Voilà, j'étais très apaisé après ce film. Parce que ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Et même si on est jeune, on se dit c'est loin, on est tellement touché de près de loin par les proches ou des amis qui partent trop vite qu'on sent que c'est pas si loin que ça. Et ce film m'a je vais être très long, j'ai envie de continuer à parler pendant une heure. Voilà. Et vous savez, je suis né en 1964. Allez-y, Je voulais juste dire un petit mot à Claude, parce que je connais Claude Grange depuis très longtemps, puisque moi j'habitais Oudan, et c'était mon médecin. Et je dois dire que j'ai vu l'évolution qu'il a eue en tant que médecin tout à fait normal, entre guillemets, ce que je voulais dire, un généraliste. Et ensuite, quand il a eu cette passion depuis plusieurs années, on a passé plusieurs dîners avec lui, et il nous emballait. Il nous emballait par sa gentillesse, par sa manière de voir les choses, et on était tous vraiment passionnés. Donc je trouve que Claude mérite vraiment un applaudissement de tout cœur. Et tout ça avec une doudoune. Ça va bien faire, hein. Regardez sa doudoune. Ça va fort. Est-ce qu'on m'entend, hein? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ce film qui donne à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et comme l'a dit justement Cadmerade, en effet, on aimerait tous pouvoir pas mourir demain comme ça, mais un jour comme ça. Par contre, c'est vrai que la réalité, on a eu l'occasion de la connaître dans la famille, et elle est un peu différente de ce qu'on voit dans le film, clairement. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le geste qu'on voit à la fin avec la famille gitane, dans laquelle le médecin donne des seringues avec les produits qu'il va s'injecter, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut exister en France? Parce que moi, ça m'a fait penser à ce qu'on peut trouver en Belgique ou en Suisse, mais je n'imaginais pas que ce soit possible en France. Alors, on va être très clair. C'est une séquence, en effet, qui peut susciter des polémiques et chacun peut y trouver ce qu'il veut y trouver. En fait, il y a deux seringues. Il y a une seringue bleue avec de la morphine pour calmer la douleur. Dans tous les services de soins palliatifs, on calme la douleur et souvent, c'est des personnes qui sont très douloureuses et ils ont un coup de seringue morphine avec la possibilité de se faire des bolus en cas de douleur, d'avoir une dose de morphine en plus. La deuxième seringue rouge, c'est du midazolam. Donc c'est un médicament qui est un anxiolytique sédatif. C'est ce médicament avec lequel on calme l'angoisse ou à un moment donné, on peut faire des sédations telles que le décrit la loi Leonetti des sédations transitoires et qu'elle le décrit la loi Claes-Leonetti de la sédation profonde continue jusqu'au décès. Et donc elle part avec deux seringues parce qu'elle veut que ça se passe à la roulotte. Et elle sort avec sa seringue de morphine et avec sa seringue de midazolam selon un protocole défini par le médecin. Et son assistante, elle est infirmière et elle a la possibilité, si à un moment donné elle est très angoissée, de faire des interdoses ou d'augmenter le débit du midazolam pour la mettre dans un sommeil. Et qu'elle le demande elle-même parce qu'elle n'est pas bien. En fait,
Le malade, à l'hôpital, il appuie sur la sonnette, il dit « je vais pas bien ». Et l'infirmière, est-ce que c'est du j'ai mal ou est-ce que c'est du je suis mal? Si c'est du j'ai mal, c'est l'interdose de morphine. Si c'est je suis mal, je suis angoissé, eh bien, on donne du midazolam avec la possibilité, à un moment donné, si c'est insupportable, de mettre en place une sédation. Mais c'est en rien un produit létal qui est dans cette seringue. La loi Levetti dit que la sédation peut aller jusqu'à la mort. À partir du moment où on n'a pas l'intention de la donner. Alors, je vais préciser. Donc la sédation, c'est en effet, il y a la possibilité de sédation profonde continue jusqu'au décès. C'est pas le produit qui va faire mourir, c'est la maladie qui va faire mourir. Et comme on arrête tout le reste, bien évidemment, une personne gravement malade, cachectique le plus souvent, si elle est dans un sommeil, elle est plus nourrie, elle est plus hydratée, elle va forcément partir dans son sommeil. Mais elle va partir du fait de sa maladie, pas par rapport au produit qu'on lui donne. Le produit, c'est uniquement pour la mettre dans un sommeil. Pour moi, il était important que tout se passe dans la légalité. Il n'était pas question d'inventer quoi que ce soit, il n'était pas question de proposer des solutions. Donc nous sommes dans ce qui se passe en ce moment, peut se passer dans les soins palliatifs, c'était essentiel. Bon, là, il y a les discussions au Parlement, je pense qu'ils trouveront des solutions, je ne sais pas lesquelles. Ceci dit, je pense personnellement qu'une loi ne suffit pas. Parce qu'elle ne tient pas compte, par exemple, des personnes qui un jour, comme le début du film, comme la Charlotte Rampling, des personnes qui sont dans une situation physique assez correcte, qui disent je veux finir, je veux partir. Et comment on fait là? Il n'y a rien. Alors, c'est qu'il faut aller en Suisse, ou en Belgique, ou en Pays-Bas, ou en Espagne, je ne sais pas où il y a des lieux, il y a des instituts d'État légaux et qui vous donnent ce que vous cherchez, c'est-à-dire la mort. Je pense qu'il faut qu'on arrive un jour à cette solution-là. Il y a une autre chose à laquelle on ne pense pas du tout, c'est que quelqu'un qui est sain, de tous les côtés, et qui décide qu'un jour, s'il tombe, je ne sais pas quelle maladie, il devient gâteux complètement, qu'il puisse faire à la bonne période de sa vie un accord avec officiel, une sorte de, comment on peut appeler ça? Docteur, on peut appeler ça, un truc de volonté. S'il arrive au moment où il est en très mauvais état, qu'il se fasse par un docteur ou par un docteur piqué, si je puis dire. Voilà. Ça n'existe pas là-dessus, on n'y passe même pas. Donc je pense que notre société n'est pas encore suffisamment prête, suffisamment fournie pour faire une fin de vie la plus correcte possible et la plus, dans la paix possible. Alors vous avez bien compris que là on entend une différence entre le médecin de soins palliatifs que je suis et la position de Costa, qui a une position personnelle différente. Et moi je dis, voilà, c'est tout à l'honneur d'un grand cinéaste comme Costa d'avoir fait un film en parlant que de la vie, en parlant des soins qu'on fait en soins palliatifs, tout en ayant des positions personnelles qui sont différentes. Voilà. Parce que le film ne porte pas ça. Le film, ça parle de malades qui sont pris en charge en soins palliatifs. À aucun moment, les soignants et le docteur Augustin Masset a une intention de faire mourir. Il a une intention simplement d'accompagner et de soulager le mieux possible ces personnes et donc ils sont présents jusqu'au bout. Et avec le film, Claude, il n'était pas question non plus de donner des conseils tout à fait aux députés, enfin, mais chacun aux représentants du pays. On va reparler cinéma. On fait du cinéma quand même, on fait Alors, on va prendre, parce que c'est plus compliqué après la première question, c'est la dernière, on va prendre une dernière question. Cinéma. Alors, une question cinéma si possible. Cinéma ou un niveau de compagnie, vacances, des suppressions vacances. Vous partez vos vacances. Si c'est pas cinéma, vous êtes. Juste un instant, je suis professionnelle et c'était pour continuer dans ce que disait Claude. Il me semble que le moteur de la vie,
c'est le désir. Et que désirer mourir, ça n'a jamais fait mourir personne. Il faut vraiment passer à l'acte, que quelqu'un le fasse à votre place. Le désir, c'est le moteur de la vie. Mais par contre, ce que les soins palliatifs permettent entre autres, c'est de consentir à mourir. C'est-à-dire d'être dans une acceptation d'une vie qui n'a plus de sens pour soi et qui donc pourrait s'arrêter et de cesser de désirer. C'est vraiment ça qui est ce qui déclenchera la mort. Et c'est pour ça qu'on voit des situations très impensables à l'admission d'un patient en soins palliatifs qui va vivre pendant des semaines parce que sa petite fille attend un enfant et qu'il veut connaître ce dernier petit enfant, il va partir très vite après la naissance de l'enfant. Beaucoup de situations comme ça que vous pourrez raconter beaucoup plus que moi, mais ça c'est vraiment important. Et quand on parlait de la solitude, même en soins palliatifs, on a le droit d'être seul, mais la différence c'est qu'on sait qu'on n'est ni oublié ni abandonné. Et qu'on pourra ne plus être seul quand on le souhaite. Et la dernière chose, c'est qu'il me semble qu'il y a un livre de sociologue et de philosophe qui vient de sortir et qui s'appelle « L'éclipse de la mort ». Et je trouve que c'est exactement la saison que nous vivons dans ce 21e siècle. L'éclipse, on sait par définition que le soleil réapparaîtra. Mais aujourd'hui, la mort avec l'intelligence artificielle, toute la folie actuelle de ce 21e siècle, qui se développe en exponentiel, ça mène peut-être droit au mur, enfin c'est un peu ce que je redoute, mais je ne connaîtrai pas la fin de l'histoire. Et donc, cette éclipse de la mort, des films comme ceux-là permettent effectivement de lever un petit coin de soleil sur cet angle mort. Bravo. C'est pas cinéma, mais c'était là. Je vais ressortir cette phrase. L'éclipse. L'éclipse de la mort. C'est une bonne expression, l'éclipse de la mort. Il faut qu'elle soit prise dans le sens poétique. Donc, Costa Gavras, vous pouvez commencer à mettre vos vêtements. Je vois que vous commencez à mettre vos vêtements. Vous pouvez commencer à mettre vos vêtements. On va rester là de toute façon. Costa Gavras, merci pour votre regard. Merci à Batine. Merci sur le bus, février. Merci pour votre si politique et si amoureuse de regarder les gens et les acteurs. Merci.